Bonsoir. Tout d'abord, cette série de webinaires, on a décidé de la réaliser avec Sophie Alix, la responsable du marketing de la communication chez ECT, dans le cadre de notre chaire qui a maintenant 4 ans, qui est qui tourne autour des questions de la valorisation des terres urbaines. La chaire s'intitule Valorisation de terres urbaines, VTU. Elle a été créée il y a 4 ans et tous les 2 ans, on s'est fixé un objectif qui est de publier un ouvrage collectif autour d'une problématique qui nous semblait importante pour positionner la chaire au cœur de l'écosystème de la gestion des terres inertes en Île-de-France pour le moment. Alors, il y a 2 ans, on a édité un livre qui s'intitule Les terres dans tous ses états, la terre dans tous ses états, et le deuxième ouvrage qu'on a édité l'année dernière chez Erol s'intitule Terres urbaines, valeurs positives pour les villes de demain. Alors, nous prenons dans le cadre de la chaire une approche systémique, transversale de la question de la gestion des terres. On ne privilégie pas une filière par rapport à une autre. C'est pour ça l'ouvrage Terres urbaines, valeurs positives pour la ville de demain était organisé en 4 chapitres, en 4 parties. La première autour de l'économie circulaire, la deuxième autour des terres comme matériaux de construction, la troisième partie, c'était autour des questions du paysage et la place des terres inertes dans l'aménagement paysager, et la dernière partie, c'est les questions de la biodiversité, comment les terres inertes peuvent participer à la valorisation de la biodiversité et la protéger. Revenons sur les webinaires, les 4 séries de webinaires, les 4 webinaires qu'on va réaliser cette année 2023. On s'est fixé un objectif d'un webinaire par mois. Le premier, il sera autour des questions d'un parc pour un projet de régénération urbaine dans une très grande ville du monde, et pas n'importe laquelle, c'est le Caire. Je reviendrai sur ça par la suite. Le deuxième webinaire aura lieu au mois d'avril. Ce sera autour de la biodiversité et les questions de l'artificialisation, et en particulier la zéro artificialisation nette, autour de Reda Semlali de CT et Luc Abadi de l'Université Paris-Sorbonne. Le troisième aura lieu au mois de mai autour du Land Art avec Antoine Grimbach, et le quatrième au mois de juin autour de, ce sera un dialogue entre un aménageur et un promoteur immobilier autour des questions de la place des terres dans les projets d'aménagement. Alors, cette chaire, elle a réussi en quelques années à se positionner dans ce paysage très mouvant des questions de la gestion des terres à large échelle, et surtout avec les questions actuelles de la zéro artificialisation nette qui ont été inscrites dans la loi résilience et climat. Sans tarder, je vais vous expliquer mon choix d'inviter Christophe Boulot pour le premier webinaire de cette série. C'est un choix qui me semble logique et s'imposait naturellement parce que Christophe a travaillé sur une des problématiques qui est très importante pour la chaire, qui est de dire comment on peut réutiliser les terres inertes excavées dans un grand projet d'aménagement. Peut-être le hasard, peut-être le besoin, peut-être la sensibilité de la ville du Caire, peut-être d'autres éléments qui ont poussé à développer ce projet qui est pour moi un projet unique au moins au Moyen-Orient, par l'ampleur du parc qui est proposé et par la régénération urbaine qu'il a permis autour. Alors, je pense que vous voyez sur l'écran la taille du parc, et vous voyez tout ce qui est autour, qui est en marron gris, qui montre la densité exceptionnelle de cette ville du Caire. Alors, je ne vais pas faire le webinaire à la place de Christophe, d'ailleurs, j'en serais pas capable, mais je vais vous le présenter très rapidement, et par la suite, je lui laisserai la parole pour une trentaine de minutes de présentation de ce projet. Alors, Christophe Boulot, il a un master en architecture d'École polytechnique fédérale de Lausanne, et il est spécialisé en restauration des monuments historiques du centre de Chaillot à Paris, et il a travaillé énormément sur les questions du patrimoine en Malaisie, au Mexique et en Égypte. Et depuis 2001, il travaille pour la fondation de l'Agha Khan, qui est plus connue sur le nom
AKTC, basé à Genève, mais qui travaille beaucoup dans les pays du Moyen-Orient et de l'Asie. Et il a travaillé sur des projets en Syrie, à Damas et à Alep. Et depuis 2008, il est à Genève, au siège du programme de restauration, et il travaille sur le Pakistan, à Lahore, et aussi sur des projets de la réhabilitation d'architecture en terre au Mali. Alors, bien sûr, il est dans le monde des monuments historiques depuis longtemps, mais on voit bien que la terre a occupé une partie importante de son parcours, et c'est ça qui nous intéresse dans le cadre de cette chaire, de dire c'est quoi les questions de la terre pour un projet d'aménagement urbain. Christophe, je te laisse la parole et je te remercie par avance. Merci bien pour cette introduction et puis je suis très honoré, mesdames et messieurs, d'être le premier orateur de ce webinaire. Je vais essayer de vous proposer un petit voyage, peut-être en fait en Égypte par des images, hein, et on va s'intéresser à un projet un peu spécifique qui est un parc qui a été le premier réalisé en fait, en tout cas en Égypte et puis dans pas mal de pays du Moyen-Orient et qui a marqué les esprits. Donc je vais vous introduire un petit peu les questions de lieu et de temps aussi. Alors, une chose qui est importante à comprendre, c'est que ce projet de parc au Caire est indissociable de la réhabilitation urbaine du quartier qui lui est contigu. Donc, on, on parle en fait vraiment de, de choses qui se sont passées ensemble. Voilà. Donc, d'une part, en fait, je voulais juste vous expliquer en gros qu'est-ce que le réseau Aga Khan de développement. En fait, c'est une organisation internationale qui a différentes divisions. Hein, donc, essentiellement, en fait, du développement économique par des hôtels, des médias, de différentes activités, et du développement social et culturel qui sont des activités qui sont sans but lucratif, on va dire. Et donc, moi, j'appartiens en fait à une unité, toute petite unité, on est 4 à Genève, c'est le programme des villes historiques. Voilà. Comme ça, vous savez plus ou moins d'où je viens. Et, et moi, je m'occupe principalement de tous les lieux qui ont une histoire. Voilà. Et vous voyez sur la carte plus ou moins l'étendue en fait des projets. C'est très spécifique. En fait, le réseau Aga Khan travaille essentiellement dans des pays où l'islam a un rôle culturel important. Voilà, c'est la définition des choses. C'est pas une question confessionnelle, c'est une question culturelle. Voilà. Et donc, vous voyez l'Égypte, en fait, au centre de tout, mais qui n'a pas de. Qui a été. Je vais vous expliquer. Donc, l'Égypte, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout, en fait, un fleuve. Hein. Et vous voyez juste, j'ai juste fait ça sur Google Maps. Et vous comprenez très bien, en fait, que c'est un pays qui dépend complètement de son fleuve. Et le Caire, en fait, est à l'embouchure, quelque part, du Nil. Et, euh, et, à, et à l'intersection, en fait, entre le haut du canal de Suez et les différents oasis de l'Ouest. Donc, c'est une grande ville qui s'est installée à un endroit clé, géographiquement parlant. Aujourd'hui, le Caire, c'est une grande ville. C'est une métropole qui a environ 20 millions d'habitants. Hein. C'est une ville qui grandit à peu près de 500 mètres par 1 kilomètre de rayon par année. Hein. Et la partie historique joue maintenant un rôle très très faible en termes de surface, dans le sens où le Caire islamique ou historique occupe moins de 2% de la surface du Caire aujourd'hui. Voilà. Donc ça vous donne un peu d'un point de vue temporel, vous voyez des images
de la fin du 19e. Donc c'était une ville qui était qui était très basse, dont on voit en fait quelque part à gauche de l'image les pentes de ce qui allait devenir le parc El-Azhar. Voilà. Et donc vous voyez aussi cette image historique fin 19e qui montre en fait le site du futur parc tel qu'il allait et qui est bordé à droite par une ancienne fortifiée de la ville qui était intacte à l'époque et dominée par la stèle du Caire avec ses minarets de type turc construits par Mohamed Ali. Voilà, donc ces terres en fait, c'est des débris. C'était pas en fait c'était pas du tout en fait une déchetterie en fait. Hein. C'était des débris de construction qui se sont accumulés pendant des siècles. Et comme c'est une ville qui se reconstruit sur elle-même euh, et qui se débarrasse de ces débris, ben, ça a créé en fait une série de collines. Voilà. Aujourd'hui, ce que c'est le Caire, c'est ça. Le Caire historique, c'est ça. Donc c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais on voit bien que le bâti lui-même s'est reconstruit sur lui-même. Il y a beaucoup plus de bâtiments du XXe siècle finalement que d'origine médiévale. Historiquement, comment ça s'est passé au Caire? Vous voyez, la ville fatimide qui a été construite en 969 à l'initiative des Fatimides, donc qui est un rectangle en fait de 2 km de haut, plus ou moins 1,5 km de large, hein, a été étendu vers le sud à l'époque de Saladin. Donc, et le site futur du parc a été finalement une partie extramuros qui n'a jamais été construite, voilà, qui est toujours restée en fait non bâtie. Vous voyez en fait cette image est assez parlante en fait. Hein, c'est un parc en amande, c'est une forme d'amande de 30 hectares euh, qui s'est logé en fait dans un site qui n'avait jamais été bâti depuis l'époque médiévale. Alors, quelles sont les origines de ce parc? En 1984 a eu lieu un séminaire sur la, la croissance de la ville euh, en général dans les pays du tiers-monde. Et on était très, très préoccupés à ce moment-là de l'exode rural et de l'augmentation exponentielle de l'habitation et de la taille des villes. Et donc, cette question, en fait, il y avait à ce séminaire, il y a eu différents ministres, il y a eu les Lacan qui étaient là. C'était un séminaire assez avec des dignitaires assez importants. Et finalement, de fil en aiguille, en fait, il s'est avéré que Lacan a proposé de créer un parc urbain pour, comme cadeau pour la ville du Caire, voyant en fait les enjeux et les défis de la modernité qui étaient difficiles à résoudre. Donc, le gouvernorat du Caire a proposé 3 sites. Sur ces 3 sites, en fait, 2 étaient relativement simples et faciles à utiliser. Mais ce qui a retenu en fait l'intérêt de Son Altesse Lacan, c'était un site qui était beaucoup plus complexe à utiliser, qui était en fait ce lieu totalement abandonné en fait au milieu de la ville. Voilà. Donc vous voyez aussi sur cette image, c'est 1992, donc les premières visites sur le terrain avec Lacan en fait au premier plan, pour essayer de voir en fait qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire de ce site et comment il allait pouvoir se transformer en un parc urbain. Donc vous voyez en fait petit à petit les questions de terre en fait de terrassement ont eu lieu, mais vous voyez en fait sur cet écran il y a 3 grands réservoirs, 3 zones en fait qui sont couvertes en béton
qui sont 3 réservoirs qui ont été créés par le gouvernorat du Caire et qui ont plus ou moins retardé le projet de 5-6 ans. Parce qu'ils ont tiré parti en fait de la topographie qui permettait d'avoir des réservoirs d'eau potable qui font 80 mètres de large et 19 mètres de profondeur pour permettre en fait finalement par gravité d'amener de l'eau potable sans surpresseur dans une partie de la ville du Caire. Donc pendant de nombreuses années, entre 96 et 2003, ont eu lieu des terrassements, voilà, avec différents types de terres. Certaines terres ont été récupérées dans le tunnel qui avait lieu au même moment sous la ville pour désenclaver en fait 2 parties de ville. Donc des terres ont été récupérées et tamisées pour permettre en fait d'avoir un peu plus de cohésion. Le problème principal était que les, les, les accumulations de débris ne permettaient pas de porter en fait des bâtiments et puis des rues, des routes sans avoir d'affaissement. Donc sur 3 mètres d'épaisseur, les terres ont été remplacées. Voilà. On voit bien les terres de couleurs très différentes en fait, qui sont issues de différents lieux et qui allaient ensuite en fait permettre en fait de modeler plus ou moins le paysage. Sur cette image, on voit encore un des réservoirs visibles et des terres différentes qui venaient s'accumuler en fait au fur et à mesure pour essayer de modeler les pentes ouest. De manière simultanée, s'est posé la question de comment faire pour planter par la suite. Et au départ de tous les projets de parc, il est important de se préoccuper de l'horticulture, car en fait, tous les contextes sont variés, et notamment en fait en Égypte, en fait, il fait chaud, sec, il y a beaucoup de vent, il y a très peu d'irrigation en fait, et donc la question des plantes a été en fait essentielle. Donc c'est une pépinière qui a été créée hors du site, long des axes principaux, pour multiplier les plantes. Voilà. Il fallait en fait, je crois, on a compté, il fallait 500 000 plantes au moins la première année. Donc il fallait vraiment avancer. Et donc ça, suite à la première chose qui a eu lieu en fait pour essayer de voir comment on allait pouvoir réaliser un paysage, c'était des tests grandeur nature pour essayer de voir en fait comment les végétaux auraient pu s'organiser avant que ce soit fini, évidemment. Et donc, une des questions essentielles, c'était de trouver en fait les types d'essences qui permettraient de stabiliser les terres qui étaient relativement pentues le long de l'enceinte médiévale, car on ne pouvait pas en fait stabiliser par des murs de soutènement, mais il fallait que les plantes elles-mêmes fixent le terrain. Donc là, juste une vue sur un type de bâtiment. Donc, vous voyez, en fait, on commence par du terrassement, après, on commence à construire du gros œuvre et on finit par des finitions, en fait, pour faire un bâtiment qui était inspiré par des exemples traditionnels. Voilà, ça vous permet de comprendre. Aujourd'hui, le plan du site, vous voyez, il est issu en fait de 5-6 ans de développement de projet. Ça a commencé par un master plan développé par Sasaki à Boston. Ensuite, le projet a été donné en fait à un paysagiste égyptien, Maher Sino, et qui l'a développé en fait avec l'horticulteur. Voilà. Et donc il y a
c'est relativement en fait incurvé, ça suit les pentes naturelles, et il y a un axe principal qui permet en fait d'être centré sur la stèle du Caire. Voilà. Donc vous voyez cet axe principal, hein, une photo sans personne, photo d'architecte, et qui, qui montre en fait quelque part les jeux d'eau de cascade et un alignement vers la stèle. Voilà. Ça, c'est une photo qui a été réalisée juste avant l'ouverture au public, voilà, en 2004. Ensuite, c'est intéressant de voir que l'ouverture au public s'est passée en 2005, donc il y a maintenant 17 ans, ou 18 ans même, on pourrait dire, et commence à avoir un petit peu de recul par rapport à ce qui a été réalisé et comment en tirer parti du mieux possible. Donc il y a certaines terrasses qui ont été aménagées. Vous voyez, en fait, au deuxième plan, il y a des jardins formels qui s'inspirent en fait des jardins moghols à compartiments et, et des jeux d'eau et de cascades. Donc les thématiques en fait sont toujours en fait des thématiques liées à l'histoire de l'architecture des parcs moghols ou islamiques, qui sont l'eau, les, les compartiments, le charbag, enfin, mais toujours réinterprété. Voilà, ça fait partie de l'ADN de l'organisation. Vous voyez en fait ce type d'architecture en fait on pourrait l'appeler, elle s'inspire en fait de modèles historiques, mais en fait essaye de trouver en fait son autonomie en fait de manière contemporaine. Voilà. Une vue en fait depuis un macad, ce qu'on appelle un macad, qui est une sorte de petit lieu de d'études, on va dire. Et sur le parc à gauche et la ville du Caire à droite. Donc vous voyez que le parc joue un rôle important en fait pour créer des vues et c'est un balcon qui regarde la ville aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est un parc qui reçoit 2 millions de visiteurs par an, hein, bon an, mal an. Depuis la première année, on était à 1 million, mais malgré les événements en 2011 au Caire, entre 2011 et 2013, il y a toujours eu plus ou moins en fait entre 1,5 million et 2 millions d'eux. Voilà. Donc c'est un parc qui a trouvé sa place en fait dans la population et qui permet de mélanger pas mal de, de classes sociales, ce qui est assez rare en Égypte, notamment où les gens ne, n'aiment pas forcément toujours se mélanger, mais le parc, par le fait qu'il offre un lieu de qualité, permet en fait de mélanger les gens. Donc vous voyez en fait l'axe principal, un jour d'affluence, il y a en général en fait autour de 20 000 personnes de manière simultanée dans ce parc. C'est ce qui correspond aussi à un besoin, dans le sens où les gens disposent d'appartements qui ont très très peu d'espace vert, hein, de toute façon. Il y a l'équivalent en fait d'une trace de chaussures vertes par habitant. Donc, et vous voyez en fait, donc les jeunes profitent beaucoup en fait de, de ces lieux parce que ça leur permet en fait de se rencontrer, ce qui n'est pas forcément toujours facile en fait en Égypte où quelque part il y a toujours un contrôle social important. Alors c'est un des avantages en fait de ces lieux qui sont où il n'y a pas on va dire de contraintes. Et donc il y a aussi en fait comme il y a des dénivellations importantes, ça vient d'avoir des vues. Et donc là, on a des visiteurs qui regardent en fait un événement qui se passe sur
sur la place devant l'entrée principale. Voilà, ça vous permet de saisir un peu le. Et donc, dans cette image, on voit en fait des jeunes qui discutent en fait devant sur des parapets devant la ville du Caire. Donc, vous voyez, c'est un balcon qui regarde la ville du Caire. Et vous voyez, c'est une ville qui est une mosaïque en fait d'époques différentes et de et qui va et on voit jusqu'aux pyramides en général depuis le parc. Voilà, donc c'est une chose qui est importante. Ah tiens, ça passe. C'est que en fait le parc est associé avec de la réhabilitation urbaine. Donc vous voyez, ces pentes ouest du parc et l'enceinte fortifiée qui est au premier plan, la ville derrière était dans un état délabrement important, simplement parce que beaucoup de gens relativement pauvres habitaient le long des murs, parce qu'en fait, il y avait beaucoup moins de services proposés que dans le reste de la ville. Donc, c'était en fait une question de développement qui était importante, de trouver des opportunités égales pour tous les gens. Donc, vous voyez, en fait, l'intérêt du parc, c'est que ça, ça permet de rentrer et de sortir sur différentes portes historiques qui ont été réhabilitées, qui permettent en fait un lien direct. Donc, c'est pas une entité close, c'est une entité qui permet en fait d'irriguer dans les deux sens euh, le quartier avoisinant. Voilà. Et donc, dans cette image, vous voyez aussi en plan, euh, on a trois zones d'action qui ont été développées le long du, du mur d'enceinte médiévale, qui ont permis en fait d'approcher en fait différentes problématiques dès 2002. En fait, moi j'ai commencé en 2001 là-bas. Voilà. Vous voyez en fait en 96 l'état de délabrement, on va dire, du, du bâti était assez avancé. Hein. Il y avait beaucoup d'habitants qui vivaient dans des taudis, et il y avait aussi en fait une importance pas mal d'importance en fait donnée à la consommation de drogue à l'époque. Euh, Aujourd'hui, en fait, ensuite, à la fin on retrouve en fait quelque part un parc avec des pentes ouest et une enceinte fortifiée restaurée qui permet en fait quelque part de déambuler le long et de faire des visites. Voilà. Donc une question urbaine, si on regarde un peu c'est poser la question comment approcher en fait les différentes entités qui sont des monuments importants et améliorer l'espace public, l'équipement, tout ce qui est l'infrastructure et les, ce qui était du bien commun en fait. Alors vous voyez en fait photo historique, c'est toujours en fait une bonne manière de regarder les choses à nouveau et de se rendre compte qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça c'est un cas à Schaerbeek qui permet en fait de se rendre compte des permanences et puis des changements. Et vous voyez en fait une vue dans la ville. Donc la rue que vous voyez en fait se développer devant vous, en fait c'est l'équivalent des Champs-Élysées du XIVe siècle. Voilà. Hein, c'est ce qui permettait au sultan d'aller de son lieu de résidence, qui était la citadelle, jusqu'au marché. Et donc, toutes cette route qui s'appelle Darb el Ahmar, route rouge, hein, elle n'a jamais été pavée. Le long de cette route, tous les gens importants de son époque, du XIIIe, XIVe siècle, ont fait construire leur fondation votive et leur minaret. Voilà. Vous voyez en fait typiquement en fait je vous montre ces questions-là parce que ça permet d'avoir une image
générale de comment se passe la ville au Caire, avec des monuments qui sont relativement importants et du bâti qui est un peu en difficulté. Donc, on a non seulement restauré des monuments, mais on a aussi restauré des habitations selon un mode en fait de partiellement financé. Voilà. Donc, vous voyez en fait l'état 2003 est fini. C'est un peu facile à dire, mais ça permet de comprendre un peu. Voilà. Donc ça c'est le minerai de Khayrbek. C'est un minerai en bois qui est de 1520. Même chose qui s'est posé en fait. Un minerai avait perdu son sommet Sultan Chaban et à la suite de tremblements de terre, hein, même au Caire, il y a eu des tremblements de terre importants. Et donc, se poser la question de comment le reconstruire. Voilà. Et donc, on cherche toujours des documents historiques qui permettent de comprendre un peu comment les choses se sont passées et pourquoi, en fait, les choses étaient, sont tombées. Voilà. Et ça a permis de proposer la reconstruction du sommet du minaret. Donc, on voit ces deux photos montrent en fait euh, finalement des monuments qui sont totalement tapissés de poussière et de saleté et qui sont un peu abandonnés. Et quand on les regarde de nouveau, on se rend compte qu'on peut faire pas mal de choses en fait avec quelques nettoyages et des opérations un peu sélectives. Voilà, vous voyez, ça c'est une image générale. Alors je voulais vous montrer un peu quand même que c'est au-delà de ces questions d'avant, après ou de comment les choses se passent, c'est intéressant de montrer les gens qui ont travaillé et comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça apporte parce que finalement les opérateurs, en fait les ouvriers et les gens, c'est les gens essentiels qui permettent de réaliser les choses. Voilà. Donc ça c'est des, pardon. Donc vous voyez en fait des gens apprennent des nouveaux métiers. En créant une demande, en fait, on trouve de nouveaux des métiers qui aujourd'hui n'auraient plus en fait lieu d'exister puisqu'il n'y a plus de demande. Vous voyez, la construction de voûtes et de claveaux, voilà, c'est une chose qui permet en fait à chacun d'expérimenter de nouvelles choses. Souvent, en fait, on est obligé de démonter et remonter les choses. Donc, dans ce cas de toiture, il y avait un tel faux aplomb qu'il a fallu déposer et reposer donc des voûtes. Important, toujours, en fait, la formation professionnelle et l'amélioration des savoir-faire. La menuiserie, c'est le second œuvre qui permet, en fait, de qualifier beaucoup, en fait, beaucoup d'ouvertures. Voilà. Et vous voyez en fait un métier qu'on connaît pas forcément bien en fait chez nous puisque les vitraux sont faits en plomb. Euh, dans beaucoup de pays en fait du Yémen jusqu'à l'Égypte, les vitraux sont faits en plâtre. Voilà. Donc on cisèle le plâtre en fait jusqu'au Maroc en fait surtout et on met des pâtes de couleurs différentes. Donc, on restaure en fait avec des éléments anciens et on continue. Pardon. Voilà. Et une image aussi de l'introduction au métier de la restauration qui permet en fait d'amener en fait des personnes nouvelles à connaître tous les métiers d'injection et de nettoyage des pierres. Voilà. Voilà, je pense que je vous ai montré des images qui vous permettent, je pense, de voyager. Si vous avez plus, ça c'est si vous voulez cette image, c'était la mise en lumière en fait de Minaret lors de l'ouverture du parc, voilà, qui nous a occupé en fait en 2005. Voilà. Et donc, si vous avez besoin de plus d'informations, il y a un site, c'est acadn.org. On arrive,
on poste régulièrement des choses dessus. Voilà. Merci bien. Merci Christophe, c'est très intéressant, mais très, très stimulant. Mais j'aurais plein de questions à te poser. Alors, la première, enfin, deux qui touchent vraiment à notre sujet de la chair, c'est la question des terres. Mais avant, il y a une question de dire 30 hectares dans une zone d'habitat au centre du Caire qui reste euh, euh, vacant comme ça, vide pendant des années et personne s'y installe, c'est en contradiction totale avec ce qu'on enseigne et ce qu'on voit sur l'habitat informel dans les villes. Tu sais très bien que finalement, à chaque fois qu'il y a un bout de terrain qui est vide, avec la migration de la campagne vers la ville, on s'y installe. Alors, ta première photo, ta première image que j'ai vue, tu as bien dit que le terrain n'était pas de bonne qualité, tu as dit beaucoup de choses, mais comment Pardon. ça se fait que les gens ne se sont pas installés là, ceux qui venaient de l'extérieur? Ouais. J'essaie de retrouver l'image peut-être du C'est la parc. première, c'est la première, Ouais, oui. c'est la première, c'est ça. Ouais, ouais. Je pense que j'avais quelque part. Attends, que je retrouve. Non, c'est pas la première, c'est la sixième, septième peut-être. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, c'est surprenant. C'est une chose qui est tout à fait surprenante dans une ville avec une telle densité, puisqu'il y a environ, je crois, il y a quasiment 100, entre 100 et 200 000 habitants par kilomètre carré, en fait. Hein. C'est vraiment une ville totalement folle pour ça. Et, et donc, de manière surprenante, on voit en fait qu'il n'y a jamais eu de construction pérenne aussi parce que on a toujours certainement utilisé ce site pour décharger des déblais. Voilà. Et il n'y a jamais eu, par exemple, de cimetières qui se sont créés dessus. Parce que de manière à côté, il y a beaucoup de cimetières historiques en fait qui se sont créés depuis l'époque du 14e, mais de manière surprenante, peut-être aussi c'est parce que le terrain n'était pas très stable. Hein. Et on n'a jamais pu construire dessus. Il y a eu toujours en fait des constructions temporaires le long de la muraille d'enceinte Ayyubite parce que c'était proche de la ville. Ça permettait aussi peut-être d'avoir une extension de la ville, mais c'est un site qui n'a jamais été bâti. Ouais. Oui, alors quand tu dis que c'était un endroit où on mettait des charges de déblais, si mes souvenirs sont bons aussi, il y avait des déchets de toute nature qui étaient là-bas. Ouais, il y a Parce des qu'on dit déchets souvent que récents. Oui, oui, récent, oui, oui. Mais on dit souvent que le parc Lazare, c'est ce que disent les Égyptiens, était construit sur une décharge. Alors, moi, je pensais que la décharge était très sauvage, c'est-à-dire avec ce qu'on voit dans pas mal d'habitats, par exemple, je pense à Damas ou à Alep, où on jette les déchets un peu partout. Et là, il n'y avait pas de déchets, il n'y avait pas de sac poubelle. Non. non, il n'y avait aucun déchet organique en fait, dans le sens où les déchets organiques ont toujours été valorisés en fait hein, par, par des corporations de ramasseurs d'ordures et ils alimentaient en fait les animaux avec ça depuis toujours en fait. Hein. Donc c'est principalement des déchets de construction, voilà. Et effectivement après il y a eu un peu de tout en fait dans les dernières années, mais sinon on s'est rendu compte en fait en enlevant, en décapant 3 mètres que c'était vraiment uniquement des cailloux et des briques, voilà. Oui, alors, dans la suite des choses, il y a eu ces réservoirs qui sont arrivés. Alors, ces réservoirs, tu en parles très peu, mais ils sont efficaces vraiment? Il Ils arrive sont à ils Ils sont sont assez efficaces a priori, dans le sens où ce qu'on sait par exemple, c'est que ils sont alimentés par un conduit qui fait 1400 millimètres, donc 1,40 m, hein, et qui passe en fait du sud au nord et qui les alimente. Et ça joue un rôle de château d'eau. En fait, c'est un château d'eau, c'est assez efficace. Ils sont toujours remplis. En tout cas, nous on le sait parce qu'en fait, euh, ça nous pose toujours en fait des petites difficultés en fait parce qu'il y a quelquefois des fuites et on se retrouve quelquefois avec des réparations à faire. Il faut décaper un petit peu de paysage pour. Donc, apparemment, c'est assez efficace. Voilà.
Oui. Alors, si on revient aux questions du pays, de la construction de ce parc, finalement, là aussi, quand on a dans ton article, dans le livre, Terres urbaines, tu parlais du creusement du tunnel, de ce Oui, tunnel, alors, tu peux nous dire un peu plus sur la ouais, nature? j'ai pas trouvé d'image. Je me suis surpris, j'ai pas trouvé mes images en fait sur le tunnel. Alors c'est un tunnel qui a été creusé sur 2 kilomètres par Vinci. Ouais, Donc il y a eu enfin, une joint venture avec Vinci et une entreprise égyptienne, et ils ont fait en fait ils ont créé en fait un tunnel routier qui part en fait environ de la zone de Lazare ouais, et qui va jusque dans la partie 19e, 20e du Caire. Voilà. Donc c'est un tunnel qui a permis, qui est allé assez profond. Donc en fait, on sait que par exemple, les, la, géo, la géotechnique en fait de ces régions du Caire historique, il y a en général 2,50 m d'accumulation culturelle, hein, donc de différentes couches culturelles, et ensuite c'est du sable. Donc c'est du sable compacté. Toute la ville est construite sur du sable, en fait. Hein, et ça permet, en fait, on a ça partout. On a les eaux souterraines sont à moins 9 mètres, voilà, sous la ville aujourd'hui. Et apparemment, avant, elles affleuraient puisque c'était une ville qui était connue un peu comme une petite Venise, euh, fin 18e. Voilà. oui. Alors, OK, et du coup, ces terres, mais peut-être tu Oui. as pas la réponse, issues du tunnel, ont servi comme remblaiement ou c'était plus des terres de qualité qui ont permis de faire de l'agriculture par-dessus? Alors, c'était des terres où il y avait, de toute façon, elles se ressemblent un petit peu. C'était des terres en fait d'argile principalement et un peu de sable. Et elles ont été mélangées à d'autres. On voit sur certaines images des couleurs différentes. C'est justement ce type de. C'est pour ça que ça. Là, on voit, je sais pas si je retrouve là par exemple, voilà, on voit tout ça même, hein, différentes. On a et des terres qui ont été récupérées principalement pour faire du remblai. Voilà, parce que il fallait des remblais qui soient un peu costauds. Et c'est du sable et un peu d'argile qui a été mélangé pour, euh, pour être damé. Voilà. Alors du coup, dans le livre aussi, il y a, une réflexion qui est faite par Jacqueline Hosty sur la forme, qui est paysagiste, sur les questions de la forme du parc. Comment on choisit l'organisation spatiale? Qu'est-ce qu'on co Comment ce plan a été choisi? Tu nous as dit que c'était fait par un paysagiste à Boston. Après, par la suite, Oui. c'est Marie Hercino qui l'a réalisé, Voilà. qui l'a suivi. Mais, tu as une idée sur le fait que ce parc, bien sûr, il a suivi la pente naturelle, enfin une pente quelconque qui était dessinée, que la ville avait. Mais concrètement, est-ce qu'il y a eu un concours? Est-ce que c'était l'AGACAN? Alors, concrètement, il y a eu un concours sur les bâtiments. Vous Ouais, voyez, en fait, sur cette image, il y a des bâtiments. Il y a un bâtiment là principal qui est un restaurant. Il y a un deuxième bâtiment qui est un petit café sur l'eau. Donc, en fait, il y a eu un concours pour ces bâtiments. Le premier prix a été gagné par Rami Dahan, qui est un archi égyptien qui a fait ce bâtiment-là. ouais. Deuxième prix, c'était Serge Santelli, Mmh. qui a gagné et qui a réalisé ce projet-là. Voilà. Et donc, c'est les entrées principales ont été aussi réalisées par Rami Dahan. Le, le style qui a été plus ou moins envisagé est toujours en fait une forme d'interprétation de modèles historiques. Ça, c'est une chose qui en général est très. C'est une question philosophique en fait dans la région pour les Lacan. En fait, pour lui, en fait, on s'inspire du passé pour créer le futur. Voilà. Et on interprète en fait le passé pour créer le futur. Voilà. OK. Alors, mais du coup, ça, c'est pour les bâtiments. Mais sur le parc, non, c'était un accord. Non, le parc, c'était
au départ, en fait, quelque part, ça a été Sasaki qui a fait un concept en 95 et ensuite on a pris plus ou moins 4 ans de retard avec la construction des 4-5 ans des 3 réservoirs. Et finalement, ces réservoirs ont créé une forme d'obligation de créer un paysage qui allait les cacher et qui allait en tirer parti et qui ferait en fait un balcon sur la ville. Voilà. Et Maercino a réalisé son premier projet d'importance. Il a fait ensuite un deuxième parc au Caire, mais qui n'a pas eu le même succès. Oui. Mais donc c'était un, le paysage n'a pas été une question liée au concours. Voilà. Oui, ok. Alors, après, dans les images que tu nous as montrées après sur l'intégration du parc dans le quartier et de ce que j'ai vu, parce que bon, j'ai eu la chance de visiter ce parc et je m'identifie beaucoup dans les images, les images de la terrasse que tu as montrées, de l'image de la pente d'eau, Voilà. tout ça. Oui, Ouais. oui. Non, moi je pensais à la terrasse, le restaurant, en fait. À la terrasse, ah oui, d'accord. Ouais. Non, non, mais c'est pareil. Ce que je veux te dire, heu, j'ai l'impression que comme tous les parcs au Caire, comme ce sont des parcs où les droits d'entrée sont payants, enfin les parcs sont pas accessibles à tout le monde, on paye pour entrer. Alors je me disais, finalement, ce parc, c'est vrai, c'est un poumon vert, tout le monde le qualifie le poumon vert du vieux Caire, mais derrière, il n'était pas vraiment un élément urbain pertinent pour le quartier qui est autour. On le voit bien, à un moment donné, tu nous as montré une photo aussi où il est fermé, il y a des entrées. Et c'est normal, il faut le fermer pour le protéger un peu, pour le voilà. Mais je me demande comment, en tant qu'architecte urbaniste, comment tu interprètes la relation du parc, pas avec la ville du Caire, parce que clairement, il est très identifié. On vient de loin pour faire des mariages, paraît-il, on fait des choses à l'intérieur. Mais je me demandais par rapport aux voisins et aux riverains, est-ce que vous avez des retours par rapport à ça? Ça a été une aventure, en fait, dans le sens où j'y étais, en fait, entre 2001 et 2008. On avait du mal à croire que ça allait marcher d'un point de vue social. Hein. Faut, et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que ça a un grand succès, surtout pour les jeunes, parce que les jeunes se retrouvent dans des lieux qui sont pas. Et souvent, les jeunes couples, en fait, peuvent se rencontrer facilement, euh, sans être l'objet de la poursuite, en fait, des gardiens et de leurs parents. Et, et donc, ça a trouvé sa place. Moi, je suis toujours un peu surpris. En fait, j'étais surpris de voir que ça marcherait bien. Voilà. J'y croyais pas au départ. Et il se trouve que ça a trouvé sa place. Les habitants du quartier, longtemps, ont été sceptiques parce qu'ils voyaient beaucoup de poussière, ils voyaient beaucoup de nuisances, en fait, hein, avec les vents et tout. Ils ont finalement bénéficié relativement du parc dans le sens où on a dépensé plus d'argent avec différents donateurs dans le quartier d'Arb al-Ahmar que pour le parc. Hein. Le parc a été créé comme un don de la part de l'Aga Khan, mais c'était pas très, c'était un don en 2005 qui était de 30 millions de dollars, voilà. Et on a dépensé entre 45 et 55 millions de dollars dans la zone, dans le quartier de Dar el-Ahmar. Hein. Donc, de ce point de vue-là, en fait, les gens ont vu la différence. Voilà. Oui. En tout cas, franchement, il y a plein encore de commentaires par rapport à cela. Et est-ce que le fait que l'Aga Khan l'avait réalisé, enfin l'avait offert à la ville du Caire, et maintenant il est géré par la ville du Caire. Et la ville du Caire dit quoi par rapport à ce parc? Dit quoi sur les frais de gestion, de maintenance et tout ça? Enfin, Alors, le système de gestion de la gouvernance, c'est une société privée qui a été établie de manière autonome, euh, euh, qui est en fait une émanation de notre
agence, la Lacan Trust for Culture. Et donc, la gestion de de la billetterie, des différents restaurants, des différentes a toujours reçu un surplus. Il y a un surplus de gestion qui est positif depuis quasiment la première année. Et donc, il y a un partage des surplus entre le gouvernement du Caire, qui en prend 60%, et en laissant 40% pour l'entretien du bien et le réinvestissement dans des projets sociaux et dans le quartier d'Ar al-Ahmar. Voilà. Donc le but, en fait, c'est de faire finalement un moteur qui permet de générer des revenus aussi pour créer en fait des choses nouvelles dans le parc. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de mettre d'équiper de panneaux solaires la plupart des bâtiments. On est en train de réduire l'empreinte carbone en changeant les pompes, parce que les pompes en fait d'irrigation et de consomment beaucoup. En fait, l'avantage de créer en fait des ressources avec ce parc, ça permet de les réinvestir dans un sens qui suit aujourd'hui les intérêts. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. C'était très intéressant, très, très intéressant. Juste pour mémoire, pour te rappeler que quand on avait organisé le colloque, tu étais au Caire et tu étais dans ton hôtel et la connexion était très mauvaise. Et on était très frustrés de ne pas avoir pu t'écouter et voir ta présentation de manière détaillée. Là, maintenant, on l'a écouté et si tu nous autorises, bien sûr, on la mettra sur les réseaux sociaux de l'école, sur le site YouTube et on la diffusera. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt.